Julius Evola, le mythe du sang. Extrait du 8e chapitre, la conception raciste de l'histoire. Venons-en maintenant aux développements ultérieurs du racisme comme vision du monde et vision raciste de l'histoire, tels qu'ils se sont produits dans le national-socialisme. Sous ce rapport, ce sont essentiellement les idées défendues quasi-officiellement par Alfred Rosenberg en Allemagne qui doivent être considérées. Même si Rosenberg a déclaré que ces idées ne doivent pas être identifiées au credo du Parti national-socialiste, son influence en Allemagne n'en est pas moins très forte, en particulier dans les organisations chargées de la formation politico-spirituelle des nouvelles générations. Rosenberg s'est inspiré principalement des théories de Chamberlain, dont il a cependant accentué le côté nordique, en remplaçant la notion d'unité raciale celto-slavo-germanique de Chamberlain par celle de race nordique, en donnant à l'ensemble un caractère anticatholique encore plus prononcé et en établissant des points de contact entre l'interprétation générale de l'histoire et le nouveau mythe politique allemand. À l'influence de Chamberlain se joint celle de Wirth et, dans une certaine mesure, celle de Bachofen. Le Suisse Bachofen, un contemporain de Nietzsche, est aujourd'hui particulièrement apprécié en Allemagne. Philologue, archéologue et mythologue, Bachofen fonde ses reconstitutions, souvent géniales, sur l'antithèse entre deux types de civilisation et de religiosité, l'une de type solaire, céleste et viril, liée à des systèmes patriarcaux, l'autre de type tellurique, l'adoration des forces de la terre, féminin, l'adoration des mères de la vie, liée à des systèmes matriarcaux qui tiennent plus ou moins de la promiscuité et du communisme. La relation de ces deux types de civilisation, l'une avec les races nordiques, l'autre avec les races du Sud, avait déjà été plus ou moins établie par différents chercheurs et historiens de l'école de Müller. Rosenberg reprend à Bachofen ses orientations et aussi la théorie des origines de Rome et du caractère anti-romain de la civilisation étrusque. Dans son discours aux étudiants bavarois, Rosenberg n'a pas hésité à déclarer que la découverte de l'âme raciste dans l'histoire de la civilisation constitue une révolution tout aussi importante que celle de Copernic. Cette déclaration fait écho à ces mots frappants de son livre principal, Le mythe du XXe siècle. Aujourd'hui s'éveille une foi nouvelle, le mythe du sang, la conviction qu'avec le sang on défend l'essence divine de l'homme. La foi incarnée dans la conviction la plus claire que le sang nordique représente le mystère qui a remplacé et surmonté les anciens sacrements. Toute race a son âme et toute âme a sa race. Il n'existe pas de valeurs incorporelles et universelles. L'esprit et le corps, pour Rosenberg, ne sont que deux aspects différents d'une réalité unique et indissociable, puisque la race est l'âme vue de l'intérieur et, inversement, la race est l'extériorisation de l'âme. Aujourd'hui, toute une nouvelle génération commence à entrevoir que des valeurs n'ont été créées et ne se sont conservées que là où la loi du sang a déterminé la pensée et l'action de l'homme, soit consciemment, soit inconsciemment. L'histoire de toute race est une histoire naturelle et, en même temps, une histoire mystique. Toute forme religieuse, morale ou artistique est influencée par des forces vivantes conditionnées par la race. Dans le métissage, toutes les qualités et les valeurs les plus pures finissent par se dissiper, les individualités des peuples disparaissent dans le chaos ethnique, dans un amalgame qui végète et ne crée pas ou devient matériellement et spirituellement tributaire de la volonté plus forte d'une nouvelle race pure. L'histoire, pour Rosenberg, n'obéit donc pas à un plan préétabli pour l'exécution duquel différentes tâches auraient été confiées au peuple. L'histoire des Indiens, des Perses, des Grecs, etc., ne fut donc pas la préparation ou le prélude de notre époque et encore moins une préfiguration de la christianisation de toutes les races, de tous les peuples, mais une lutte dramatique entre les diverses races et entre les diverses âmes des races. D'autre part, aux yeux de Rosenberg, ce sont des vicissitudes de cette lutte, plus ou moins rapportées aux vicissitudes de la race nordique dans les différentes civilisations qui nous ont précédés, que vient la lumière qui fait ressortir les traits du visage spirituel de cette race et qui détermine graduellement le contenu du mythe raciste qui devrait servir de base au XXe siècle. De là, précisément, le développement de l'interprétation raciste de l'histoire, mais aussi une sorte de cercle vicieux. En effet, pour saisir le sens le plus profond de l'histoire des civilisations, on se réfère à l'idée de race et, par surcroît, pour définir le contenu de cette idée, on se réfère à l'histoire des civilisations. Le fait est que toutes sortes d'éléments se rencontrent dans des constructions de ce genre. Des résultats de telle ou telle recherche scientifique associés à des intuitions, des éléments disparates qui essaient de se renforcer mutuellement, mais qui, en réalité, sont choisis et gouvernés par une idée centrale préexistante. En ce qui concerne la préhistoire, Rosenberg adopte plus ou moins les idées de Wirth sur les migrations de la race nordico-atlantique en Amérique, en Europe et en Asie et sur la patrie arctique originelle de cette race. La même sensation obscure d'une vérité primordiale se manifeste donc aussi chez lui. La civilisation hindoue fut créée par des souches nordiques qui s'étaient rendues en Inde vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Aryas subjuguèrent les peuples aborigènes et dressèrent en même temps une barrière de défense raciale entre eux et ces peuples aborigènes au moyen du système des castes.
Nous connaissons déjà cette idée, qui est étayée par le fait que le mot sanskrit pour caste veut dire aussi couleur et que l'on qualifie souvent les castes inférieures de brunes de peau et d'ennemis, tandis que les castes supérieures sont blanches ou divines. Dans le premier témoignage dont on dispose sur les hindous ou sur une de leurs branches d'Asie mineure vers 1400 avant Jésus-Christ, ils sont appelés Aris, c'est-à-dire les blonds ou les roux, et la tradition hindoue dit que le plus ancien dieu national, Indra, conquiert le pays avec ses amis blancs et, de lieu en lieu, refoule les hommes de couleur de leur région d'origine. Ceux-ci n'ont pas de nez, c'est-à-dire qu'ils ont le nez camus, tandis que les Aryas sont grands, blancs, blonds et ont un bonnet. La première période de l'histoire hindoue fut une période d'expansion et, en même temps, de lutte contre les cultes magiques et l'extatisme inférieur des indigènes. Mais ces formes inférieures se rebellèrent contre la spiritualité aryenne, s'y infiltrèrent et l'altérèrent. Si la sensation que ces conquérants, maîtres-nés, eurent originairement du moi fut celle d'une âme immortelle qui, dans sa plénitude, est cosmique, le panthéisme et sa dégradation, le sentiment de l'unité de toutes choses et, donc, de l'égalité de tous les êtres, marquent déjà, pour Rosenberg, la décadence de la race aryenne. Un autre signe de décadence aurait été l'accroissement du prestige de la caste sacerdotale par rapport à la caste guerrière. Ce qui, à cette période, se présente comme une mystique serait moins un produit de la spiritualité héroïque et aristocratique de la caste aryenne guerrière, issue des anciens indo-germains, qu'une sorte de sublimation de l'animisme et des conceptions magiques des aborigènes. L'interprétation que fait Gunther du bouddhisme est donc caractéristique d'une certaine mentalité raciste et d'une sensibilité spirituelle assurément peu développée. Le mot de yoga, qui, en sanskrit, se rapporte à des formes particulières de discipline spirituelle et présente des affinités avec le mot latin jugum, se manifeste comme self-control chez les anglo-saxons. Chez les Hellènes, il se présente comme enkrateia et sophrosine et encore, dans le stoïcisme, comme apatheia. Chez les Romains, il est proche de la temperantia et de la disciplina, vertus typiquement romaines qui transparaissent encore dans la maxime du stoïcisme romain tardif, nihil admirari. Le même idéal apparaît dans la chevalerie médiévale comme mesura et dans la langue allemande comme Diu Maché, les héros de la légende espagnole, comme, par exemple, le blond Cid Campeador qui parle avec beaucoup de mesure, Tan Mesurado, sont décrits comme des types nordiques. Le style nordique, fait d'autodiscipline, de retenue et de froide mesure, se transforme et se déforme plus tard dans certains peuples indo-germaniques, donnant naissance à l'idée de mortification des sens et d'ascétisme. L'ancien indo-germain affirmait la vie. Au concept de yoga de l'ancien hindouisme, dérivé de la maîtrise de soi et de l'autodiscipline propre à la race nordique, s'associa, sous l'influence de formes pré-aryennes, la notion d'ascétisme, l'idée que, par divers exercices et diverses pratiques, y compris corporelles, il est possible de se libérer du monde ou de donner une force surnaturelle à la volonté. La transformation la plus remarquable dans ce sens se serait produite dans le bouddhisme, où l'élan vital nordique originel, dans un milieu naturel qui ne lui convient plus et qu'il ressent donc comme un monde de douleur, pour ainsi dire, se replie sur soi et cède à l'envie de s'évader et de se libérer de la vie et de la douleur. Avec la diffusion du bouddhisme, l'état des descendants des Aryens ne cesse de perdre son prestige. À partir de la dynastie Nanda et de l'empire Maurya, c'est-à-dire du IVe siècle avant notre ère, des représentants de castes inférieures prennent le pouvoir, la vie morale est altérée, la sensualité se développe de plus en plus. La période indo-aryenne ou nordique de l'Inde a donc duré un millénaire, plus ou moins de 1400 à 400 avant notre ère. Le manque de compréhension envers les valeurs de l'ascétisme véritable par rapport à des valeurs guerrières de type naturaliste, dont témoignent les interprétations que nous avons indiquées plus haut et qui s'étaient déjà manifestées dans la philosophie nietzschéenne de la vie, amène Rosenberg et, avec lui, divers autres racistes à surestimer la civilisation perse par rapport à l'hindou. La civilisation perse elle-même aurait été créée par des lignées aryennes, qui, dans leur tradition, évoquent leur patrie arctique originelle et la glaciation qui les obligea à migrer. Pour renforcer le mode de vie de ces lignées après qu'elles se furent dispersées et n'eurent plus d'autorité centrale unique, intervint la doctrine de Zarathustra, qui ne se perd pas en contemplation ou en ascétismes hostiles au monde, mais fait du dieu Ahura Mazda le protecteur divin de l'arianisme. Comme vision religieuse, elle donne celle de la lutte héroïque pour ce dieu contre le dieu des ténèbres et ses émissaires, qui ont souvent les traits des peuples non-ariens. Comme morale, elle donne un ensemble de règles, dans lesquelles le souci de la pureté de vie, de corps et de sang, a une part importante. Depuis que la Terre blanche, la patrie arctique, a disparu, écrit von Lers, l'esprit arien n'a jamais eu de doctrine plus noble que celle de Zarathustra. C'est dans la connaissance originelle du grand ordre du monde que réside ici la vocation que l'homme de race noble a de défendre la vérité et de combattre le mensonge, une vocation chevaleresque de porteur de lumière. La lumière de la terre arienne, la lance du Perse, avec les grands rois Cyrus et Darius, le noble cavalier, Artaxatriya, que nous connaissons sous le nom d'Artaxerxès, et les dynasties glorieuses de Persépolis, rayonnèrent dans toute l'Asie mineure. Pour Gunther, c'est dans la doctrine de Zarathustra que ressort plus particulièrement l'idée bien connue d'ordre divin du monde.
Chez les Indiens, cet ordre s'appelle Ritam, sur lequel veille le dieu Varuna. Chez les Perses, Artam et Asha, santé ou droit ou encore ordre. Chez les Romains, Ritom, qui dérive de Ritam et exprime les mêmes conceptions religieuses. Cette idée d'ordre divin imprégnée du sens du monde est mise en relief dans le concept grec de cosmos et apparaît dans la notion germanique de Midgard. Selon sa nature propre, la race nordique, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire des grands peuples historiques de langue indo-germanique, s'est avérée être une race ordonnatrice du monde, hostile au chaos et orientée vers le cosmos. La famille, l'État, le droit, le culte, le cycle de l'année, la vie spirituelle et les valeurs morales, tout se rapporte à cet ordre imprégné du sens du monde. Mais le désir de former et d'organiser ce qui est amorphe, lorsqu'il se traduit par le désir de constituer un empire, apparaît à ses auteurs comme compromis par le destin qu'avait déjà discerné Gobineau. L'expansion de la puissance des Perses sur des territoires non perses avait déjà préparé la dénordicisation de l'élément perse. Les causes sont toujours les mêmes, le mélange du sang, la déchéance de la paysannerie, l'influence destructrice des grands centres, l'introduction de cultes hybrides ou exotiques. Suivant un raisonnement bien connu, le racisme en arrive ici à voir dans le nouveau culte de Mitra, mitriacisme, un signe de la décadence de l'ancienne religion de Zarathustra. Mitra est présenté comme un dieu de la période impérialiste, ainsi, à Rome, il fut considéré comme un fautor imperii, et, à ce titre, non pas tant comme un dieu arien que comme le dieu de tous les peuples de l'Empire, dont le culte finit par prendre des traits non-ariens. Si Mitra conserve les caractères nordiques de gardien de la justice, de la pureté et de la vérité, aussi bien que l'aspect d'un dieu guerrier, il aurait en même temps les caractères mystiques anti-nordiques d'un sauveur, en quoi il subirait déjà l'influence du dualisme et de la séparation entre l'âme et le corps qui sont propres aux races levantines. Par rapport à la civilisation romaine, les rois de la dynastie sassanide se présentèrent comme des rénovateurs de la doctrine de Zarathustra et, quand le dernier d'entre eux succomba aux assauts de l'islam, les derniers fidèles de l'ancienne religion aryenne de la lumière, les Parses, cherchèrent refuge en Inde, emportant avec eux les derniers vestiges de la tradition aryenne. Rosenberg écrit: autrefois, un roi perse fit inscrire sur la paroi rocheuse de Béistin les mots suivants. Moi, Darius, le grand roi, le roi des rois, d'ascendance aryenne. Aujourd'hui, le muletier perse passe avec indifférence devant ce rocher, un signe entre mille de ce que la personnalité naît avec la race et meurt avec elle. La Grèce aurait connu plus ou moins le même sort. Avec Kretschmer, Gunther distingue trois couches dans le peuple grec. D'abord une couche non indo-germanique, ensuite une couche proto-indo-germanique, qui serait liée au cycle de la civilisation minoenne ou crétoise, enfin une couche indo-germanique récente, formée par les Hellènes venus du nord et de type nordique. Cette migration des Hellènes comprendrait elle-même trois vagues. La vague ionienne, ensuite la chéenne et, enfin, la dorienne, qui est survenue alors que les précédents indo-germains étaient déjà largement dénordicisés. Les Hellènes donnèrent le nom de Pélage à la race qu'ils trouvèrent dans les territoires qu'ils avaient conquis. Elle fut en partie écrasée ou détruite, en partie asservie. Hérodote rappelle qu'il fut une époque où il n'y avait pas d'esclaves dans son peuple. Ce n'est que lorsque les Hellènes s'établirent sur les anciennes terres des Pélages que furent instaurés le système des castes et la division en hommes libres et hommes non libres, qui aurait eu la signification ethnique d'une subordination d'un peuple non nordique réduit en esclavage à une souche de dominateurs pour la plupart de type nordique. Les dieux de l'Iliade et de l'Odyssée sont blonds. Athéna a les yeux bleus et Déméter est blonde. Aphrodite est blonde cendrée. Parmi les héros, Achille, Ménélas et Méléagre sont blonds, tandis qu'Hector, l'étranger et l'ennemi, est décrit comme brun. Apollon, Rhadamante et Aurore sont blonds, tandis que Poséidon a les yeux et les cheveux foncés et, justement, ce dieu de la mer n'est pas un dieu hellène, mais pré-hellène. Par ses caractères, il rappelle les figures semi-animales du monde des démons et des fils de la Méditerranée ancienne. Le fait que le mot d'iris désigne la pupille de l'œil en grec ancien indiquerait que la couleur claire devait être une couleur dieu normale chez les Grecs. Gunther, poursuivant sur cette voie, recherche des caractères nordiques dans tout ce qui, dans les traditions et l'art des Hellènes, se réfère aux types les plus représentatifs de leur race. La lutte de l'Apollon hyperboréen contre le démon Python symboliserait le conflit entre la civilisation nordique de la lumière et la civilisation démonique des aborigènes. La constitution de Sparte reflète le même esprit que le système indo-arien des castes. Les trois classes des Spartiati, des Perioikoi et des Zeiloti sont interprétées au point de vue racial indiqué plus haut. La première est formée de conquérants de souche dorienne. La seconde, subordonnée bien que formée d'hommes libres, est rattachée aux descendants des Prédoriens, c'est-à-dire des Achéens déjà dénordicisés. La troisième classe, servile, comprenait des éléments de race essentiellement occidentale et alpino-levantine. Des considérations du même genre sont exposées sur Athènes. Le mélange des castes et, donc, des races était interdit à l'origine, la femme devait être elle-même libre et de même condition que le mari.
Quant à Rosenberg, il fait sienne les idées de Bachofen que nous avons déjà indiquées, à cela près que, si Bachofen, dans l'ensemble de la civilisation, de la religion et de la morale grecque, avait distingué deux couches, l'une dominée par le principe maternel et féminin, l'autre par le principe héroïque et viril et avait conçu la seconde comme une forme supérieure issue de la première dans un même peuple, Rosenberg nie ce concept d'évolution, rattache les deux couches à deux races différentes et voit dans la substitution de la civilisation olympienne et du droit paternel à l'ancien démonisme méditerranéen, de l'esprit héroïque à l'esprit naturaliste et hybride, autant de victoires des races nordico-helléniques sur les races méditerranéo-méridionales, pélagiennes, phéniciennes et levantines. Le dionysisme, le pythagorisme, le mysticisme orphique et mystérique, dans l'ensemble, sont également, pour lui, des phénomènes exotiques extra-helléniques, des altérations de l'Hellade nordico-dorienne. La déchéance de l'esprit nordique de race en Grèce serait due aux destructions occasionnées par les guerres fratricides, à la prédominance des intérêts économiques et mercantiles, au sensualisme, à la chute de la natalité, laquelle conduisit peu à peu à l'affranchissement des éléments ethniques inférieurs et à un métissage général. La liberté intérieure des anciens Hellènes, leur sens de la personnalité, pour Rosenberg, fut en lutte continuelle avec l'esprit obtus et impur de l'Asie mineure. La démocratie grecque, pour lui, ne fut pas la souveraineté populaire, mais la souveraineté de l'Asie mineure sur des races hellènes épuisées. Pourtant, Apollon, le symbole de la religion dorico-nordique de la lumière, pour Rosenberg comme pour Bachofen, représente, malgré le sacrifice des Grecs, la première grande victoire de l'Europe nordique, parce que, derrière eux, surgirent de nouvelles profondeurs hyperboréennes les défenseurs des mêmes valeurs, la liberté d'âme et d'esprit, la formation organique, la capacité de création et d'investigation. Rome éloigna pendant longtemps par l'épée le spectre grandissant de l'Asie mineure. Elle réalisa le principe patriarcal apollinien de façon plus rigoureuse et consciente que l'Hellade. Elle renforça ainsi l'idée de l'État et fit du mariage le fondement de la nation et de la défense de la race. Finalement, l'Allemagne, dans une forme nouvelle, devint la représentante du dieu solaire. Nous sommes ainsi amenés à considérer l'interprétation raciste de notre ancienne civilisation romaine. Pour le racisme, Rome aussi aurait été fondée par une vague de peuples qui se serait déversée dans les vallées du sud des Alpes bien longtemps avant les Germains et les Gaulois. Ils brisèrent la domination des Étrusques, de ce peuple mystérieux et étranger, levantin, et se mêlèrent vraisemblablement aux tribus aborigènes encore pures de la race méditerranéenne, produisant un type hybride d'une grande force et d'une grande ténacité qui combinait la vivacité d'esprit avec l'énergie de faire des maîtres, des agriculteurs et des héros. Ici aussi, Rosenberg reprend les idées de Bachofen sur la genèse et l'essence de la civilisation romaine, en opposant cette civilisation à la civilisation étrusque et, plus généralement, italique antérieure. Mais, contrairement à Bachofen, il introduit, là encore, le critérium ethnique. Pour lui, la spiritualité démonique et naturaliste, sacerdotale et confuse des anciennes races du sud de la Méditerranée se serait manifestée encore une fois dans l'élément pré-romain, tandis que, dans la civilisation romaine, c'est une civilisation de type viril et aristocratique parente de la dorienne qui arriva primitivement à la surface. Mais alors que, à un point de vue ethnique, le type hellène est nordique avec une composante dinarique, le type romain serait nordique avec une forte composante phalienne et alpine. L'indo-germanisation de l'Italie n'aurait cependant pas eu l'étendue que celle de la Grèce, car les Romains ne réussirent à soumettre le grand royaume des Étrusques qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et Rosenberg ne se lasse pas de stigmatiser les effrayantes représentations d'outre-tombe qui sont celles des Étrusques, dans l'enfer de Dante, selon lui, dans une forme grandiose, c'est l'antiquité étrusque abâtardie qui revit, leur ritualisme superstitieux, leur démonisme obscène de type levantin. Si les Romains détruisirent politiquement l'élément étrusque, ils en auraient subi l'influence dans différentes formes de leur civilisation. L'aruspice étrusque conserva son pouvoir, ce fut lui qui ouvrit les portes de Rome à l'Asie mineure en appelant à la rescousse la Grande Mère, la déesse Cybèle et ses prêtres eunuques, devant le danger carthaginois. L'héritage étrusque reçu par Rome, ensuite par le catholicisme, correspond, pour Rosenberg, à son élément anti-nordique par excellence. Gunther avait aussi interprété d'un point de vue raciste l'ancienne constitution romaine. Les patriciens correspondaient aux descendants des conquérants de sang nordique, les plébéiens et les clients à des descendants de populations aborigènes pour la plupart de race occidentale et, dans le nord, alpino-occidentale. Aux patriciens et aux plébéiens correspondaient deux formes distinctes de mariage et, primitivement, pour maintenir la pureté de sang, le connubium était interdit entre les deux couches, la caste patricienne devait demeurer pure. Les enfants mal formés étaient éliminés, comme à Sparte, il s'agissait de l'hygiène de la race. La virtus et la gravitas caractérisaient l'ancien, le vrai romain, une nobilitas et une dignité innée, très extrêmement semblables à ceux du type nordique. Le Sénat apparaît nordique durant tout le 1er siècle avant Jésus-Christ. Il fait preuve d'une audace éclairée, d'une attitude maîtrisée, d'une parole persuasive et mesurée, d'une détermination méditée et d'un profond sens de l'autorité.
C'est dans les familles sénatoriales, d'abord dans le patriciat, ensuite dans la nobilitas, que l'idéal du vrai Romain, modèle humain de nature nordique, naquit et s'efforça de se réaliser, selon une formation particulièrement romaine. C'est ici que les valeurs morales de type nordique comptèrent. La virtus, c'est-à-dire la virilité, la fortitudo, la sapienta, la disciplina, la gravitas et la pietas, valeurs éthiques dont l'observation créa Rome et dont l'altération la détruisit. Mais le Sénat, la noblesse, la solide conception du droit et la signification éthique de l'État romain coexistèrent toujours à Rome avec le sacerdoce, la ruspice étrusque, l'impure religiosité plébéienne, que les cultes étrangers ne firent que nourrir et renforcer. Dès l'époque de la République, le patronyme nobiliaire Flavus, blond, était fort répandu. Chez Virgile, les fondateurs du royaume du Latium, Turnus, Camille et Lavinie, sont blonds. Chez Ovide, non seulement des divinités telles qu'Apollon, Cérès, Vénus et Minerve, sont blondes, mais Romulus et Lucrèce le sont aussi. De même, Juvénal, Catulle, Sénèque, Tibulle, Stas et Claudien parlent de dieux et de déesses, de héros et d'héroïnes blonds, et, pour Rome, Gunther étend jusqu'à César et Auguste la recherche désormais bien connue de tous les témoignages susceptibles de nous faire remonter à un type, soit nordique, soit à caractère fortement nordique. Il est presque superflu de dire ce que Rosenberg et les autres racistes de la même tendance pensent de la période impériale. C'est le vieux thème développé par Chamberlain. Rome, en devenant un empire mondial, détruit la race, s'enfonce dans le chaos ethnique, devient punique et déchoit. Les guerres, en donnant la puissance à Rome, en détruisirent le patriciat et la couche agricole saine. La loi des castes tomba en désuétude. Dénatalité dans l'aristocratie. Les marchands et les parvenus accèdent à toutes les fonctions, accourant du monde entier, trafiquant et satisfaisant leurs instincts capitalistes effrénés et dévastateurs. Des bâtards et, même, des individus de couleur deviennent empereurs. La décomposition religieuse conduit au syncrétisme, à l'introduction définitive et inconditionnée des cultes orientaux et à la fuite dans des consolations philosophiques. Enfin, une angoisse et un besoin maladif de libération se répand dans le chaos ethnique, dans la plèbe cosmopolite de l'empire orientalisé, de l'Orient, le christianisme se lance à la conquête des masses, devient religion d'État avec Constantin et son fanatisme emporte les derniers philosophes des écoles du bas empire où se conservaient encore les vestiges d'une sagesse qui avait été autrefois nordique. L'autorité sacerdotale et le despotisme, marque de la sous-race, gagnent sur toute la ligne. Von Lers conclut ainsi ses considérations. À la fin de l'ancien monde classique, la race nordique se trouve dans un immense cimetière. La romanité et l'hellénisme se sont écroulés, leurs derniers représentants, en Asie mineure, en Afrique du Nord et en Espagne, sont pour la plupart balayés par l'islam du désert, les Perses sont esclaves des Arabes, les Aryens de l'Inde sont momentanément sous la domination des Huns. En fait de peuples nordiques, il ne reste plus que les Allemands occidentaux, certains Germains du sud comme les Bavarois, les Lombards qui vont dégénérant lentement dans le nord de l'Italie et, enfin, les Slaves, qui ont poussé jusqu'à l'Elbe et n'ont presque pas d'histoire.